Bien, j'espère que vous avez pu profiter de cette pause pour vous reposer un petit peu de tous les chiffres qu'on vous a montré ce matin, toutes les formules qui ont été évoquées. On va tomber dans d'autres formules avec le professeur Erkman. J'aimerais juste l'introduire en quelques mots avant de lui céder la parole. Søren Erkman est un spécialiste en écologie industrielle. C'est des termes qu'on voit pas nécessairement souvent juxtaposés, mais vous verrez que ça a tout son sens dans la présentation qu'il va nous faire. Il est docteur en sciences de l'environnement, il enseigne à l'Université de Lausanne, et à côté de ça, il a des activités d'entrepreneur, toujours dans les domaines de l'écologie industrielle et de l'information. Je dois préciser que c'est un ancien journaliste, ce qui lui donne peut-être aussi une certaine capacité à passer ses messages. Ses activités les exerce en Suisse, en France et en Inde. Il est adepte d'une approche réaliste des défis écologiques. Il s'intéresse par exemple, et je trouve que ce n'est pas le moindre des intérêts du personnage, il s'intéresse par exemple au cycle de déchets et ressources dans un système clos tel que les vaisseaux spatiaux. Je lui donne donc la parole pour sa présentation. Merci, Søren. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Les organisateurs m'ont demandé de faire une présentation complémentaire, surtout à la première présentation de ce matin, en introduisant la méthodologie de ce qu'on appelle la comptabilité physique, notamment la comptabilité publique physique, qui est en train petit à petit de faire son chemin, où on va comptabiliser non plus de la valeur financière monétaire abstraite, mais on va comptabiliser des flux de matière et d'énergie. Et on va voir que ça peut avoir une certaine pertinence en termes aussi bien de stratégie d'entreprise que de politique publique en rapport avec les enjeux de durabilité. Alors, comme l'a dit Yves, ça s'inscrit dans un cadre plus général qui est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Plus qu'une discipline, c'est un domaine très large qui émerge depuis environ une trentaine d'années. Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ici, écologie, ça désigne vraiment la science qui étudie le fonctionnement et la dynamique d'évolution des systèmes vivants complexes sur Terre. Donc, on parle de l'écologie scientifique. Et au cœur de l'écologie scientifique, on a la méthodologie des flux de matière et d'énergie, évidemment, qui sont à la base de tout système vivant, appliquée à un système économique très particulier, qu'on appelle le système industriel, qui se développe depuis environ 2 siècles. Donc ici, industriel a un sens très général. Il désigne tout ce qui se passe dans la société technologique moderne telle qu'elle émerge depuis 2 siècles. Donc la finance, de ce point de vue-là, fait complètement partie de l'industrie, au sens d'un système économique industriel. Tout comme la culture, comme le tourisme, évidemment la sidérurgie, l'extraction pétrolière, etc. Donc ici, ça désigne toutes les activités qui se déroulent dans le système économique dans lequel on vit depuis environ 2 siècles. Alors, au cœur de ça, il y a 2 méthodologies. Il n'y a pas que ça. La méthodologie n'est pas une fin en soi. Le but, c'est de faire évoluer le système industriel dans son ensemble pour le rendre compatible avec le fonctionnement de la biosphère. Mais il y a 2 outils méthodologiques fondamentaux. Le premier, c'est l'étude, la compréhension de ce qu'on appelle le métabolisme industriel. On voit très bien que ça vient de la biologie et de l'écologie scientifique. Donc, compréhension des flux de matière et d'énergie qui sont à la base de toute activité économique, ce qu'on appelle en anglais beaucoup le MFA, Material Flow Analysis. Sous-entendu, sous chaque flux de matière, il y a forcément un flux d'énergie, direct ou indirect, mais donc c'est sous-entendu. Ici, je vais me concentrer sur les flux de matière. Autre sous-entendu, évidemment, sous chaque flux de valeur économique, il y a obligatoirement un flux de matière et ou d'énergie directe ou indirecte. Je n'arrive pas à imaginer une quelconque activité économique sans un ou plusieurs flux de matière et d'énergie. Si vous avez des contre-exemples, je suis preneur. Mais on peut aller plus loin, une étape plus loin, qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, qui est d'essayer de comprendre l'impact sur l'environnement et la santé humaine de ces flux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Mais ce sera peut-être pour une autre fois. Alors, le point de départ, c'est de considérer le système économique dans son ensemble comme un sous-système de la biosphère. Et cette fois-ci, on va chercher à comptabiliser non plus les flux de valeurs abstraits, mais toute la réalité matérielle physique qui est sous-jacente à tous ces flux. Donc ici, les unités, c'est essentiellement des grammes, des tonnes, des kilos et des joules pour l'énergie. Le point de départ est extrêmement simple. Et le principe de base, c'est qu'il y a autant qui sort que ce qui entre, obligatoirement. On va y revenir. Donc tant que le système économique industriel était petit par rapport à la biosphère, on n'avait pas trop besoin de s'en occuper. Maintenant qu'il a eu l'expansion qu'on lui connaît depuis quelques décennies, ça commence à devenir vraiment important d'avoir une
idée aussi exacte que possible de ces flux de matière et d'énergie et de ces stocks aussi, et de comment ils interagissent avec les flux entre guillemets naturels. Et là-dedans, on va inclure ce qu'on appelle les translocations, par exemple. Les translocations, c'est quelque chose que vous allez voir difficilement ou alors indirectement dans les comptabilités financières nationales. Quand vous construisez un tunnel, grande spécialité de la Suisse, vous déplacez des millions et des millions de tonnes de roches qui seront vendues à personne, qui n'ont aucune valeur économique. Vous le verrez indirectement parce qu'il aura fallu embaucher des entreprises pour creuser le tunnel, etc. Mais ces millions et millions de tonnes de roches, elles n'ont pas une valeur économique intrinsèque, mais ici, vous allez les comptabiliser. Et c'est là qu'on a souvent les plus grands flux, liés à l'irrigation, par exemple. La plupart du temps, dans la plupart des pays, les paysans ne payent pas l'eau pour l'irrigation. Ça représente des volumes phénoménaux. Et indirectement, des dépenses en énergie considérables. Du reste, la plupart du temps, en énergie fossile, pour alimenter les pompes. Donc, on inclut là-dedans ce qu'on appelle les translocations. Tous les mouvements énormes de matière qui n'ont pas de valeur économique forcément, mais qui ont un impact environnemental pas du tout négligeable. Donc, on inclut tous les flux et les stocks de matière et sous-jacents d'énergie. Donc, le principe de base est ridiculement simple. Vous connaissez tous le principe de Lavoisier, premier principe de la thermodynamique, conservation de la masse et de l'énergie. Autrement dit, vous prenez n'importe quelle activité économique, quelle qu'elle soit, comme dans un processus naturel, une réaction chimique, par exemple, on va comptabiliser tout ce qui entre et on va comptabiliser tout ce qui sort. Et en principe, tout ce qui sort doit être rigoureusement identique à tout ce qui entre, aux variations de stock près. Parce qu'évidemment, il y a des stocks qui peuvent s'accumuler. Parfois, il n'y a pas de stock. Parfois, le stock s'accumule. Donc, les ressources doivent être égales aux produits et déchets plus les stocks. Il y a évidemment une conséquence de ça, c'est que comme c'est un principe de physique bête et méchant, on ne peut pas tricher, en principe. Il faut essayer, mais vous allez vous faire attraper assez vite. Vous ne pouvez pas être aussi créatif qu'en comptabilité financière, si vous voyez ce que je veux dire. Un kilo, ça reste un kilo, une tonne, ça reste une tonne. Alors évidemment, je connais qu'un seul exemple où il y aura un tout petit peu moins à droite qu'à gauche. Ben, si vous prenez un réacteur nucléaire, il y aura un tout petit peu de moins de masse à la sortie qu'à l'entrée, parce qu'on a converti, E égale mc carré, une partie de la masse en énergie. Mais le total masse et énergie est conservé. C'est ça qui est important. Mais en règle générale, en termes de masse, vous aurez toujours la même chose. Alors, il y a deux notions très simples de base. La notion de flux, c'est-à-dire la quantité de matière ou d'énergie associée par unité de temps. Tout ce qui entre dans le système, on va appeler ça un intrant ou un input en anglais. Tout ce qui en ressort, c'est un output ou un extrant. Et puis le stock, alors ça c'est une notion importante, on va y revenir, c'est un réservoir de matière, c'est de la masse à l'intérieur d'un système que vous pouvez observer. Et en général, l'unité, ça va être le kilo ou la tonne. Alors prenez une activité, pour prendre un exemple hautement industriel, au sens où je l'entends. Se laver, prendre une douche. Ça, c'est une activité hautement industrielle. Il faut un système ultra sophistiqué pour aller pomper l'eau quelque part, la purifier, la mettre sous pression, construire un réseau de distribution. Là-dessus, vous allez pas prendre que des douches classées. Donc, vous aurez un réseau ultra sophistiqué qui va vous chauffer de l'eau, en principe. Ensuite, il faudra traiter cette eau à la sortie. Bref. Donc ça, c'est une activité industrielle courante. Prendre une douche, se laver, vous allez prendre la totalité de l'eau par année, disons 30 tonnes d'eau par année, qui va servir à évacuer environ 7 kilos par année de saleté sur la peau, avec quelques savons, etc. Et donc, vous allez voir effectivement que ce qui sort, c'est rigoureusement équivalent à ce qui entre. Dans le monde réel, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a toujours des frottements, il n'y a jamais une efficacité à 100%. Donc, on introduit en général encore une autre notion qui est le coefficient de partage, qui va vous dire, mais en réalité, la saleté, par exemple, elle n'est pas entièrement partie sur votre peau, il y en a une partie qui reste. Et puis surtout, il y en a une partie qui s'accumule sur les murs de la salle de bain. Ce qui fait que de temps en temps, vous avez encore un autre flux de détergent qui va faire que vous allez nettoyer les murs de la salle de bain, etc., etc. Donc, sur cette base-là, on peut compliquer. Il y a des modèles mathématiques qui sont dynamiques, d'autres qui sont stationnaires. Vous avez des programmes informatiques qui vous aident à calculer les flux. Si vous voulez mathématiser tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut. On peut se faire de grand plaisir. Ici, je vais juste montrer le principe de base. Comment ça marche? On peut le faire à une plus grande échelle. Là, on a travaillé avec une grande exploitation agricole de 800 hectares près de Paris qui voulait passer d'une culture traditionnelle intensive à une culture biodynamique. Pour ça, ils avaient besoin de savoir, mais ils partent d'où? Ils en sont où? Et quels sont les flux de matière sur lesquels ils doivent travailler en priorité? Et surtout, quelles sont les quantités? Si c'est un flux ridicule de 0,1%, on ne va peut-être pas s'occuper de ça. On va d'abord regarder où sont les grands flux.
Donc ça, c'est l'activité. Ici, ils avaient 405 hectares de grandes cultures céréalières. Et donc, ils avaient besoin de connaître tout ce qui entre en termes de flux de matière et d'énergie et sur quel point il fallait agir en priorité pour les aider à avoir une transition vers une agriculture plus durable. Et puis, évidemment, ça vous donne des points de mesure où vous pouvez mesurer en permanence la progression ou la non-progression. Donc, ça se fait de plus en plus aussi à une grande échelle dans les exploitations agricoles ou dans les processus agricoles. Il y a un domaine en particulier où on fait de plus en plus ces études de comptabilité physique dans le monde agricole, c'est lié directement à la transition énergétique. On dit, on veut des énergies renouvelables, et sous-entendu, très souvent, ça concerne la biomasse. Oui, mais la biomasse, il nous faut des chiffres, il nous faut des quantités. Où sont les stocks? Où sont les flux? Autrement, on ne peut pas planifier des méthaniseurs, comment on va les dimensionner? Comment on va dimensionner toutes les infrastructures qui vont permettre de faire des centrales de chauffe à bois plutôt qu'un méthaniseur, etc., etc. C'est pour ça qu'on fait ces études, ça c'est des collègues de l'Université de Genève, on fait cette étude du métabolisme agricole sur la région franco-valdo-genevoise qui permet d'avoir des scénarios crédibles et réalistes sur l'utilisation de la biomasse dans le cadre de la transition énergétique. Et là, vous reconnaissez le même schéma, un tout petit peu plus compliqué. Comme vous aurez la présentation, vous pourrez la lire tranquillement. Donc ici, FFG, c'est franco-valdo-genevois. Et donc vous voyez qu'on a regardé quels étaient tous les flux, et notamment les flux et les stocks de déchets liés à la production agricole alimentaire, qui, eux, peuvent être valorisés par méthanisation, combustion, etc. etc. Tout est-il, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas faire des politiques sérieuses de transition énergétique sans des bilans de matière et d'énergie quantifiés. Donc c'est de la comptabilité physique. Vous pouvez aussi décider de vous focaliser sur un flux, si c'est ça qui vous intéresse. Alors, on parle beaucoup depuis quelques années du carbone, parce que c'est un des flux qui attire le plus l'attention. Du reste, les entreprises agroalimentaires aiment bien quand on se focalise sur le carbone, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement un problème pour eux. Ce qui est un petit peu plus délicat pour eux, c'est les flux d'eau, notamment. Alors là, ils ont vraiment un impact encore plus important. Alors, vous pouvez décider, vous allez faire la comptabilité physique que d'une ressource en particulier, si c'est ça qui vous intéresse, mais ce sera le même principe. Puisqu'on vient de boire du café, j'ai donné l'exemple du café, vous avez en gros 140 litres d'eau pour un expresso, une tasse de café. Si on additionne toutes les quantités d'eau depuis la culture du café, y compris le lavage et l'entretien des machines qui servent à processer la graine, etc., etc. Donc vous pouvez le faire pour toutes les ressources qui vous intéressent. Il y a une ressource en particulier dont on parle peu, qui est autrement plus importante que le carbone, qui est vitale, parce que le carbone fossile, on peut s'en passer. Les systèmes énergétiques sans carbone fossile, il y en a eu jusqu'à il y a 2 siècles. C'est une ressource vraiment vitale, c'est le phosphore. Ça, c'est l'étude de comptabilité physique ou de métabolisme du phosphore dans le cas de la Suisse. La vie a décidé qu'elle voulait du phosphore. C'est la base du métabolisme de tous les êtres vivants qu'on connaît sur Terre, c'est le phosphore. Le phosphore est l'atome qui transporte la chaîne énergétique dans le métabolisme cellulaire. Donc, il n'y a pas moyen de faire sans phosphore. La Suisse est totalement dépendante des importations de phosphore de l'étranger, jusqu'à maintenant en tout cas. Et le phosphore est mal réparti. Je parle des gisements exploitables à un prix raisonnable. Ça vient de 4-5 pays, à commencer par le Maroc et le Sahara occidental. Bon. Donc, ça devient de plus en plus important pour essayer de savoir où va notre système alimentaire, d'avoir une idée précise des flux et des stocks de phosphore. Et où est-ce qu'on pourrait améliorer, diminuer les pertes, éventuellement faire des recyclages. Donc, une fois de plus, le but de ces études, ce n'est pas juste de faire des belles études, c'est après que ça puisse aboutir à des propositions de solutions, mais qui reposent sur une vision aussi réaliste que possible, quantifiée de ce dont on parle. Donc ici, vous voyez, désolé, c'est en allemand, puisque c'était une étude publiée par l'Office fédéral de l'environnement. Vous avez tout ce qui consomme... l'industrie chimique, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose, la consommation d'énergie de l'industrie chimique. Par ailleurs, l'industrie chimique a une possibilité de recycler le phosphore dans ses process. C'est le cas à Montet, par exemple. Mais vous avez surtout alors le Landwirtschaftspflanzen, c'est-à-dire l'agriculture végétale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'élevage consomme pas mal de phosphore, puisqu'on met du phosphore directement dans la nourriture pour le bétail. Et donc, ça fait une quantité pas négligeable aussi de phosphore. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut dépendre un petit peu moins des importations, à part évidemment faire des stocks stratégiques sous forme d'engrais? Alors évidemment, on peut modifier les pratiques agricoles, aller vers plus d'agriculture biologique qui peut minimiser les inputs, c'est déjà quelque chose. On peut complètement changer le modèle agricole, et on en parle de plus en plus, c'est-à-dire faire de l'agriculture en milieu confiné, ce qu'on appelle des fermes verticales. Il y a un bel exemple ici près d'Yverdon.
avec l'entreprise Combat Group, qui cultive des salades, ils ont un facteur 30, c'est-à-dire ils cultivent la même quantité sur 30 fois moins de surface, parce que c'est comme une sorte de grande serre où tout peut être en circuit fermé, et donc le phosphore va être recyclé sur place. Bon, ça, c'est une option. On peut, par exemple, modérer la consommation de viande, évidemment. Du coup, en amont, ça va modérer la nécessité d'avoir du phosphore pour alimenter le bétail. Mais alors, surtout, il faut recycler le phosphore. Vous voyez de quoi? Du pipi. Chaque personne, par jour, excrète 1,5 g de phosphore par les urines. Vous multipliez ça par 7 millions, ça commence à faire pas mal. Donc ici, les AVAG, l'Institut fédéral de recherche sur les eaux, a mis au point des toilettes qui s'appellent Nomix, je n'ai pas besoin d'être plus explicite, vous voyez bien ce que ça veut dire, et tout le pipi des collaborateurs est récolté dans un grand réservoir. Et alors, à terme, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on fasse des boucles locales d'urine et on recycle l'urine. Donc, on collecte l'urine à l'échelle d'un bâtiment, parce que c'est de l'or en barre, le phosphore. C'est incroyable de le laisser filer comme ça dans les égouts. Donc, on va le récupérer à l'échelle de bâtiment, et à partir de ça, on va notamment récupérer le phosphore et des tas d'autres molécules à valeur ajoutée. Les collaborateurs de l'EAVAG ont même fait un pas suivant, c'est qu'ils ont créé une start-up qui s'appelle Vuna, et vous pouvez commander sur leur site de l'engrais pour vos géraniums fait à partir de l'urine des collaborateurs de l'EAVAG. Voilà. Ça, c'est un exemple de solution très concrète. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on parle de vouloir mettre en place des stratégies de diminution de gaspillage ou de recyclage, on a besoin d'avoir des chiffres quantifiés, avec des marges d'erreur, si possible précises, mais qui nous disent où sont les priorités, quelles sont les quantités qu'on peut valoriser ou ne pas valoriser. Je voulais insister sur l'importance des stocks. Les flux, c'est évidemment important, mais ne pas oublier, sous-estimer l'importance des stocks. Vous êtes peut-être tous familiers avec les chlorofluorocarbones. C'est une étude faite en Autriche qu'on peut facilement extrapoler à la Suisse. Donc, c'est des molécules qu'on utilise, découvertes dans les années 20, qu'on utilise notamment dans les systèmes réfrigérants. Donc, vous avez dans vos réfrigérateurs, notamment des CFC, qui permettent de fabriquer du froid par compression, décompression, etc., etc. Alors, dans les années 90, il y a eu toute une campagne, avec souvent des législations, des taxes qui ont été mises en place, pour que les gens changent leur réfrigérateur domestique, parce que leur réfrigérateur domestique, les grands méchants, ils allaient détruire la couche d'ozone stratosphérique, puisque les CFC ont deux effets. D'une part, ils détruisent la couche d'ozone stratosphérique qui nous protège des ultraviolets. Par ailleurs, on s'en aperçut plus tard, c'est parmi les gaz à effet de serre les plus puissants qui existent. Infiniment plus puissants que le CO2, simplement il y en a moins, mais quand même leur concentration augmente vite. Bon. Donc, on a convaincu les gens qu'il fallait qu'ils changent leur réfrigérateur. Maintenant, la question qu'on peut se poser en termes de politique publique, c'est est-ce que les réfrigérateurs domestiques, c'était vraiment la priorité? Bon, si je vous pose la question, vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi la priorité? Où est le gros problème? Là, j'ai mis dans le désordre. Alors, ici, ce qui compte, c'est les grandeurs relatives. Les unités, c'est une unité particulière qu'on appelle la capacité à détruire les molécules d'ozone. Ça, c'est secondaire. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les rapports. Donc, la perception publique du monde politique, et surtout du grand public, des consommateurs, c'était « Oula, à gauche, le grand méchant, c'est le réfrigérateur domestique, je vais changer mon réfrigérateur domestique ». Il y a eu plusieurs campagnes dans les années 90 et encore début 2000 pour encourager les gens à changer leur réfrigérateur, où il y avait des substituts au CFC, lesquels, par ailleurs, posent d'autres problèmes. Ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est la perception du public. Maintenant, c'est quoi, en fait, le vrai problème? Le vrai stock? Là, je vous mets dans l'ordre. La dernière chose dont il fallait s'occuper, c'est les réfrigérateurs domestiques. C'est là qu'il y en a le moins. Ouais. En revanche, le gros problème, il est autour de nous. Il est dans les bâtiments. Pourquoi? Parce que depuis les années 60, on a commencé à isoler les bâtiments. On utilise très souvent parce que ce qui isole, c'est l'air. Donc, on fait des matériaux où il y a des milliards de microbulles d'air, ce qu'on appelle des matériaux isolants, notamment des mousses de polyuréthane. Donc, le polyuréthane, qui est un polymère chimique, au départ, il n'est pas du tout mousseux. Donc, on a besoin d'un agent expanseur, mais qui soit neutre, qui ne réagisse pas avec le polymère. Donc, on met des CFC là-dedans, ça fait une expansion et ça vous fait de la mousse de polyuréthane. Et après, vous en mettez des quantités phénoménales dans les murs. Le jour où vous allez rénover ou démolir votre bâtiment, si ces panneaux en PVC terminent dans une décharge, eh ben les CFC, ils vont se retrouver. Vous avez un effet retard. Ils vont se retrouver dans l'autre atmosphère 40 ans plus tard, au lieu d'y aller directement. Mais donc, il y a un problème. Donc, la priorité absolue numéro 1, et alors après, il y a plusieurs pays, dont la Suisse, qui ont pris des mesures pour spécifiquement bien gérer ces panneaux en polyuréthane expansés une fois qu'on arrive en fin de vie du bâtiment ou qu'on le rénove. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les réfrigérateurs domestiques ou la réfrigération industrielle. Ça, c'est dans les supermarchés, par exemple, tous les grands congélateurs industriels.
Et puis, alors, il y a les isolants, notamment dans le domaine de l'industrie électrique, ce qui est déjà dans les décharges. Ça, on les utilise aussi comme agent anti-incendie. Ici, vous donnez cet exemple pour dire c'est important d'avoir une idée en amont de quels sont quantitativement les stocks pour pas qu'on se trompe de cible ou de priorité dans les politiques environnementales. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, on peut maintenant élargir cette approche qu'on peut faire sur une substance particulière, sur une exploitation agricole, sur un produit, etc., à l'échelle nationale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le développement de la comptabilité physique nationale. Une des toutes premières publications là-dessus avait fait un jeu de mots, en reprenant le titre évidemment d'Adam Smith, The Wealth of Nations, en disant oui, mais sous la richesse, on va s'intéresser au poids, the weight of nations. Donc, élaborer cette comptabilité physique. Alors, ça a été un peu surtout une démarche académique pendant les années 90, mais les choses ont changé de régime. Notamment, il y a eu vraiment alors un tournant lors du sommet du G8 ici en face, en 2003, à Evian, où à l'initiative du Japon, il y a une initiative qui a été acceptée dans le cadre du G8, où ils ont décidé de donner un mandat aux pays de l'OCDE, et l'OCDE a fait ça, qui était de dire on va approfondir notre connaissance des flux physiques des ressources, donc ça c'est exactement la comptabilité physique ou la compréhension du métabolisme des activités économiques. Puis là-dessus, ça c'était l'idée du Japon, c'est de montrer qu'eux, ils ont une économie particulièrement productive, c'est-à-dire qu'ils obtiennent plus de valeur ajoutée par unité de matière utilisée. Donc ça va être une manière de plus en plus de classer la compétitivité des pays, c'est ceux qui arrivent à faire plus de valeur économique avec proportionnellement moins de matière et d'énergie. Donc là, il y a ces nouveaux indices qui apparaissent. Et donc l'OCDE s'est mis au travail, a fait vers 2007-2008 une proposition qui est adoptée maintenant par tous les pays de l'OCDE, voire même au-delà. Ici, c'est simplifié, mais enfin, c'est un modèle de comptabilité physique qui est utilisé depuis quelques années par l'Office fédéral de la statistique à Neuchâtel. Donc, on retrouve exactement le même schéma. Vous avez ici le process, en l'occurrence, c'est pas prendre une douche, c'est carrément l'économie nationale de la Suisse. Et on va comptabiliser tout ce qui entre pour faire fonctionner l'économie, tout ce qui en sort. Alors, ici, il y a un point particulièrement crucial, intéressant, c'est ça, qu'on appelle les flux indirects. Donc ici, il y a toute l'extraction indigène, donc l'agriculture, la partie agricole qu'on utilise, la partie agricole qu'on n'utilise pas. Donc on pourrait utiliser pour faire la biomasse pour de la transition énergétique, par exemple. Ou quand on extrait des minerais de construction, en Suisse, il y a une partie de déchets. Ça, c'est tout ce qui est extrait dans le pays, toutes les importations. Mais maintenant, il y a tous les flux indirects, qu'on appelle aussi parfois les flux cachés. Si vous apportez une voiture en Suisse, dans cette voiture, par exemple, il y a un pot catalytique. Dans ce pot catalytique, il y a quelques grammes de métaux nobles, rhodium, palladium, etc. Derrière chaque gramme de ce métal, vous avez plusieurs dizaines de milliers de kilos de stériles miniers qui restent quelque part en Russie, en Afrique du Sud, au Pérou, au Chili, etc. Maintenant, la question est de savoir à qui on les alloue. Alors, vous savez que le principe qui s'applique depuis longtemps, c'est le principe de la territorialité. Lorsque la Suisse importe du courant électrique d'Allemagne, ce qu'elle va faire de plus en plus dans le cadre de la transition énergétique, ce courant est fait d'une manière non négligeable à partir de centrales à charbon. Le carbone émis par ce courant va être imputé à l'Allemagne et non pas à la Suisse, parce que c'est comme ça que ça s'est mis en place. On a décidé que c'est le principe de territorialité qui est très net dans le protocole de Kyoto, par exemple. Alors, si on veut, on a des moyens, on a des modèles pour essayer de calculer quels sont les flux indirects associés sur toute une chaîne de valeur. Ce n'est pas tout à fait trivial, mais ça peut se faire. Mais toujours est-il que pour le moment, en tout cas, officiellement, on en est toujours au principe de territorialité. Or, les flux indirects sont très souvent plus importants que les flux directs, comme on va le voir. Donc là, il y a un enjeu très important qui sont cette question des flux indirects. Quand même, j'ajoute encore juste que ces stocks, c'est quelque chose de très important. À l'échelle mondiale, les stocks sont en train d'augmenter de manière phénoménale depuis la Deuxième Guerre mondiale et aussi depuis l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire depuis le redémarrage d'une forme accélérée de globalisation, notamment tous les stocks où il y a le plus de matière, c'est-à-dire les infrastructures urbaines, les aéroports, les routes, les systèmes de transport public, les systèmes de transport de l'énergie, etc. Donc, un jour ou l'autre, ces stocks, ça va finir sous forme de déchets. D'où l'intérêt de concevoir ces infrastructures pour que ça soit recyclable et non pas que ça fasse des formes de déchets. Mais du point de vue des déchets, on n'a encore rien vu aujourd'hui. Quand il va s'agir de gérer les dizaines de milliards de stocks de déchets, quand toutes les infrastructures construites à partir des années 50-60 vont arriver en fin de vie, alors là, on sera confronté à des quantités phénoménales de déchets qu'il faudra valoriser d'une manière ou d'une autre. Donc, de nouveau, l'importance des stocks. Alors, sur cette base-là, ont été élaborés toute une série de nouveaux indicateurs économiques qui viennent
complémenter le PIB. Donc ici, ce n'est pas juste critiquer le PIB, c'est de dire, bon, on a le PIB, il est là, autant en faire quelque chose, mais on peut l'enrichir, le complémenter par des éclairages un peu complémentaires. Alors, comme vous pourrez lire tranquillement, ça, c'est ce que ça veut dire, précisément. Donc, notamment, le TMR, c'est la demande totale en matière. Donc, c'est la demande directe en matière, c'est ce qui entre directement dans l'économie. Si on en extrait les exportations, ça vous fait ça, ce qu'on appelle le DMC. Mais ce qui est très intéressant, c'est le TMR, c'est-à-dire la demande totale. C'est-à-dire tout ce qu'on a extrait dans le pays, tout ce qu'on a importé, plus les flux indirects qui sont restés dans le pays fournisseur d'origine. Alors, dans le cas de la Suisse, c'était une des premières années ici où l'Office fédéral de la statistique l'avait fait pour la Suisse. On voit qu'on arrive à environ 15 tonnes par habitant par année. On parle d'importation plus flux extrait en Suisse. Ça équivaut à peu près à une bétonnière. C'est pour ça qu'il l'avait illustré comme ça. Là-dedans, vous voyez que le gros en vert, ça va être les minerais. En gros, c'est les matériaux de construction. En termes de masse, c'est ce qui est toujours en général ce qui domine. Évidemment, ici, on n'a pas inclus l'eau. Parce que si on inclut l'eau et l'air, ce qu'on peut faire, c'est une variante méthodologique. Alors l'eau est toujours ce qui vient en premier, évidemment. C'est tellement crucial, l'eau. Je ne parle pas de l'eau de pluie, là. Je parle de l'eau qu'on extrait et qui a une valeur économique, qui est vendue et qu'on doit payer pour traiter ensuite. Mais donc ici, sans l'eau, on voit que c'est clairement les matériaux de construction. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est la demande directe en matière, le direct material input. Maintenant, si on inclut les flux de matière à l'étranger, grâce auxquels l'économie suisse fonctionne, c'est plus 15 tonnes par année, c'est 44. Donc en fait, le plus gros du métabolisme matériel et énergétique d'une économie comme la Suisse, il est à l'étranger. Alors après, est-ce qu'on le comptabilise ou pas? Là, on peut discuter. Donc, ça fait beaucoup plus. Donc ça, c'est un élément qu'il faut retenir. La demande totale en matière. Ici, c'est une manière graphique de le voir. Ici, vous avez l'extraction indigène. Donc en Suisse, c'est la sylviculture, l'agriculture, un petit peu d'extraction de roches, etc. Ensuite, vous avez la partie non utilisée de l'extraction indigène, les déchets agricoles, par exemple, dont on a vu tout à l'heure. Donc tout ça, c'est indigène. Ça, c'est les importations. Et tout ça, c'est les flux cachés liés aux importations, ou les flux indirects. On ne les voit pas, mais ils ont bel et bien, ils ont un impact. Et c'est souvent des flux problématiques, notamment les flux de l'industrie minière dans beaucoup de pays. Et ils ont tendance à augmenter. C'est du reste une stratégie assez logique, assez subtile de la Suisse, d'importer de plus en plus des produits semi-finis qui ont de la valeur, sur lesquels on rajoute encore de la valeur, ce qui fait qu'on évite d'avoir trop de déchets ou trop de problématiques environnementales ici. C'est assez logique comme stratégie. Je vais terminer en redescendant à une échelle intermédiaire. Bon, l'échelle micro, vous avez vu tout ce qu'on peut faire, une exploitation agricole, un produit, etc. Vous avez l'échelle nationale, qui est intéressante, mais qui est quand même très agrégée. Vous avez une échelle intermédiaire en Suisse très intéressante, qui est évidemment l'échelle cantonale. Alors, je vais prendre l'exemple de Genève, parce que ça a été le premier en Suisse, et un des premiers internationalement à introduire, il y a même un article de la nouvelle constitution genevoise qui a introduit explicitement l'écologie industrielle. Donc tout ça s'est fait à partir du tout début des années 2000. Il y a eu un agenda 21 qui a été adopté, et là, le point de départ, c'était bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ça avait été de dire, on commence par faire un état des lieux, et on fait une étude du métabolisme, c'est-à-dire des flux de matière et d'énergie à l'échelle du canton. Alors là, c'est environ 2 ans de travail pour une petite équipe. C'est très, très agrégé. Ici, ça vous montre, dans toute sa gloire, le métabolisme du canton de Genève. Vous pouvez faire le total à droite, ce sera la même chose qu'à gauche, sauf qu'il y a une variation de stock. Donc, le stock, il a augmenté à Genève en une année d'1 100 000 tonnes. Donc, ici, il y a 1 100 000 tonnes en moins que là. Ici, il y a encore 100 000 tonnes. Ça, c'est les tonnes de carbone que vous êtes tous en train d'émettre en respirant, puisqu'on est en train de digérer. Et une partie du carbone qu'on a assimilé sous forme de croissant, etc., il repart soit par les toilettes, soit par notre respiration. Ça aussi, ça a de la masse et on le comptabilise. Donc, à droite, vous aurez la même chose qu'à gauche. Alors, on voit que de très, très loin, 62 millions de tonnes par an, le plus gros flux, c'est l'eau. Donc ici, c'est vraiment l'eau qui a une valeur économique, en l'occurrence. C'est l'eau qu'on a pompée dans les nappes et dans le lac, qu'on a purifié, qu'on a mis sous pression, qu'on a distribué dans le réseau, qu'on a facturé, etc., etc. Après, il y aura encore plus d'eau si on incluait la pluie, etc. Mais le plus gros flux après l'eau, ça va être les matériaux de construction. 1 300 000 tonnes. On s'est aperçu qu'à Genève, il y a quand même une difficulté, c'est que ces matériaux de construction, c'est-à-dire essentiellement du gravier,
ils ont tendance à venir d'assez loin. Je me souviens qu'à l'époque, le canton de Genève a été approché par des gens en Pologne qui proposaient de faire venir des centaines de milliers de tonnes de gravier de Pologne par camion. À quoi l'État de Genève a dit, mais on vient d'avoir un agenda 21, c'est pas franchement pour faire venir par camion des centaines de milliers de tonnes. Donc il faudrait envisager une autre solution. Alors là-dessus, il a fallu zoomer et puis ici faire une étude plus précise, et là encore c'est simplifié, qui sont les consommateurs de gravier, c'est-à-dire constituant principal du béton, à l'échelle de Genève. On voit qu'il y avait un tout petit peu de recyclage, 167 000 tonnes par an. Donc l'idée, c'était de dire qu'il faut essayer à tout prix de recycler autant que possible, donc fermer la boucle tout bêtement, le gravier à l'échelle du territoire, même si on va continuer à en importer notamment de l'Ain et de la Haute-Savoie, mais essayer de faire une boucle. En gros, c'est de l'économie circulaire adaptée à l'échelle d'un des flux les plus importants. Alors là-dessus, il faut ensuite raisonner en termes de référentiel. On va dire, mais qu'est-ce qu'on entend par durable? Alors là, on a fait des hypothèses, et tout ça a permis de mettre sur pied une stratégie pour faire décroître progressivement, c'est le programme qui s'est appelé Ecomat à Genève, qui est toujours en cours, faire décroître la quantité de gravier neuf qui est utilisé. Ici, c'est un cas intéressant parce que ce n'est pas qu'on manque forcément de gravier, c'est que la ressource est de moins en moins accessible. Essayez d'ouvrir une gravière dans la campagne genevoise, vous m'en direz des nouvelles. Vous aurez un nombre d'oppositions, vous voyez ce que je veux dire. Donc la ressource, ce n'est pas qu'elle n'existe plus forcément, mais elle n'est pas forcément accessible. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Ou on dépend de plus en plus des importations, ou on modifie les pratiques pour que petit à petit, on arrive à construire en utilisant, c'est-à-dire en réutilisant du gravier. Alors, il y a des tas d'études complémentaires qui ont vraiment réalisé que c'était faisable, techniquement. Et donc, petit à petit, il y a une politique de décroissance de la consommation de gravier qui se met en place. Et là, il y a une chose que je voudrais juste attirer votre attention. Vous savez qu'autour de la décroissance, il y a beaucoup d'empoignades idéologiques, souvent un petit peu extrêmes. Dans le cas de Genève, il y a une stratégie de décroissance de la plus grosse ressource matérielle utilisée. Je n'ai pas vu que les gens soient descendus dans la rue pour protester contre la décroissance de la consommation de gravier. Ce que je veux dire par là, c'est que, s'agissant de ressources comme le gravier, de ressources importantes naturelles, on peut très bien mettre en place des politiques de décroissance sans que ça provoque des débats enflammés, inutiles du reste, pour autant qu'on ait des arguments chiffrés, quantitatifs, objectifs, réalistes. Et donc, c'est ce qui se fait. Alors, ça se fait peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, mais enfin, l'idée, c'est de petit à petit de réussir à substituer ce gravier par du gravier recyclé ou d'autres matériaux. C'était juste pour vous montrer le principe. Maintenant, vous pouvez faire le même raisonnement sur d'autres choses. Alors, on a fait des études plus poussées, spécifiquement, par exemple, sur le cuivre, quatrième métal le plus consommé dans le monde, métal de plus en plus stratégique, lié évidemment à l'électrification généralisée via les télécoms ou via les systèmes énergétiques. Donc là, après, on regarde précisément où sont les flux, où sont les stocks. Ensuite, on a fait des modélisations pour voir... on devrait peut-être sans doute commencer par utiliser moins de cuivre dans les gouttières, parce que ça, c'est la grosse consommation encore aujourd'hui. Et puis, alors, l'étape suivante encore, c'est d'arriver à référencer géographiquement ces flux. Parce qu'on aimerait bien savoir tous ces flux de matière et d'énergie, ils sont consommés où et même si possible quand. Alors ça, c'est un des développements en cours. Là, on travaille avec le système d'information du territoire genevois. Ça, c'est un travail de master EPFL, où on arrive à localiser où sont les stocks, c'est-à-dire où sont les mines. Donc pendant très longtemps, quand on extrayait dans la croûte terrestre, on a des géologues qui faisaient des cadastres de ressources minières. Maintenant, on est en train de faire la même chose à l'échelle des agglomérations urbaines. On fait des cadastres qui nous indiquent où sont les ressources qu'un jour ou l'autre, on va exploiter, que ce soit de l'aluminium, du cuivre, de l'acier, etc. Tout ça est aujourd'hui dans des mines artificielles que sont les agglomérations urbaines. Mais pour ça, il faut avoir les quantités, les stocks, les flux, et puis évidemment, si possible, la localisation. Alors, je vais terminer avec ça pour ne pas être trop long. J'ai envoyé aux organisateurs 2 brochures qu'on avait rédigées pour l'État de Genève, dont celle-ci. Et donc, c'est des PDF, donc vous les recevrez ou elles seront directement téléchargeables sur le site pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Suren, pour cette présentation. Je pensais que c'était évidemment intéressant pour nous tous de faire un lien avec d'autres méthodes de traiter cette question du PIB. Et on voit que, en fin de compte, ça débouche, par exemple, sur des questions qui nous concernent de manière très directe.
Est-ce que les investisseurs institutionnels, qui sont des investisseurs typiquement long terme, est-ce qu'ils doivent s'intéresser à ce type de cycle? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que dans les investissements qu'on peut faire sous la catégorie des infrastructures, il y a notamment des choses qui pourraient être faites pour accompagner ces cycles, qui sont des cycles longs, mais si j'ai bien compris le propos de Søren Erkman, qui risque de nous rattraper assez rapidement dans les prochaines années. Avant qu'on passe à la table ronde, j'aimerais vous donner l'occasion de poser des questions à Søren Erkman. Est-ce qu'il y a tel point que vous souhaiteriez soulever avant que nous passions à un débat plus large, plus politique aussi, sur les thèmes qui nous ont occupés jusqu'à présent ce matin? Puisque tu m'as tendu de la perche, juste un petit complément par rapport notamment à la première présentation de ce matin. Alors, on travaille beaucoup sur la comptabilité des flux physiques de carbone, mais notamment l'idée qui me semble intéressante d'explorer, c'est celle de ne plus stocker par inadvertance et par négligence le CO2 dans l'air, où il ne sert à rien, où il provoque des problèmes, mais de le stocker dans l'économie, où du coup il pourrait avoir de la valeur. Donc quand je dis stocker dans l'économie, c'est faire des matériaux de construction, faire des polymères. On peut faire énormément de choses à partir du CO2, et donc en plus, en l'occurrence, ça peut générer de la valeur économique. Donc là, on est en train de modéliser, on essaie d'essayer de modéliser ce à quoi ressemblerait un cycle du carbone, mais industriel, qui serait enchâssé dans le cycle du carbone biosphérique. Donc il y a un complément direct avec ce qu'on disait ce matin. Et là, on a besoin d'investissement, pour rebondir sur ce que tu disais. J'avais bien compris qu'il y avait à court terme, une petite accroche là. J'ai parlé ce matin, j'ai évoqué tout ce qui n'était pas inclus dans le PIB pour montrer au fond à quel point le PIB pouvait poser problème dans la manière dont il était pris en compte. Maintenant, il y a des tas de choses qu'on pourrait y inclure. Et je me réfère là, c'est peut-être un petit peu pour lui donner sa crédibilité à une étude qui a été faite par le Crédit Suisse à cet égard-là, qui parle de différentes alternatives à un PIB comme instrument de référence en termes d'investissement. Il y a notamment le Sustainable National Income, donc un indice qui se réfère à une durabilité portée au niveau d'un État dans son ensemble. Il y a les indicateurs de progrès véritables qui incluent les inégalités salariales, le coût de la criminalité, le travail domestique, etc. Il y a le Human Development Index qui inclut, lui, les questions de santé et d'éducation. Bref, il y a toute une série d'indicateurs alternatifs, je dirais, au PIB et qui souvent se réfèrent d'ailleurs aux objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, les fameux 17 objectifs sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de discuter. S'il n'y a pas de questions à Søren Erkman à ce stade-là, je propose aux débatteurs de venir rejoindre leur place à la table du débat. Søren, comme on a... je te propose de te mettre au bout de la table. Je te remercie. Je vous laisse passer.